Bienvenue dans le débat. C'est parti pour 12 jours de campagne pour les législatives. Une campagne éclair avant le premier tour du scrutin, le 30 juin prochain. Le dépôt des candidatures pour les 577 circonscriptions a eu lieu hier, dimanche, avec bien sûr son lot de turpitudes politiques et une certaine confusion dans les investitures. 3 voire 4 blocs s'affrontent. Le nouveau Front populaire à gauche, le RN allié avec les candidats LR, les LR indépendants et puis bien sûr le bloc Renaissance du camp présidentiel. Selon les derniers sondages, le RN arriverait en tête du premier tour, suivi du Front populaire. La majorité arrive quant à elle troisième. À noter également cette tribune de 200 personnalités du monde du sport qui appellent à voter contre l'extrême droite. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est dit contre les extrêmes. Thierry Henry, l'entraîneur de l'équipe olympique, veut aussi, dit-il, faire barrage à l'extrême droite. À Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne se retrouvent ce soir. Emmanuel Macron sera certainement interrogé sur l'impact de ces élections législatives sur la ligne européenne de la France. Alors, on va revenir sur cette course contre la montre. Que disent les sondages à 2 semaines du premier tour? On va faire un état des lieux sur les candidatures. Quelles sont les stratégies de campagne du côté du RN, du Front populaire et de LR et de la majorité? Quel est l'impact de l'engagement de ces sportifs dans la campagne? Et alors que ce sommet européen démarre, quelle est finalement la perception des partenaires de la France de cette campagne? 2 semaines d'ailleurs, et ça c'est pour convaincre. Voilà les questions que nous poserons à nos invités. Sylvain Bourmont est avec nous ce soir. Bonsoir, vous êtes directeur du quotidien en ligne AOC Média, producteur et animateur de l'émission La Suite dans les idées. Et ça c'est sur France Culture. Bienvenue à vous. En face de vous, Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Historien, auteur de Élysée contre Matignon, le couple infernal de 1958 à nos jours. C'est chez Talandier. Bienvenue à vous. Merci. Aurore Malval est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du site de l'hebdomadaire Marianne. Bienvenue également. On va démarrer cette émission par le tout dernier sondage, un sondage IFOP pour le JDD. 63% d'ailleurs de taux de participation. Ça, c'est la première chose, premier enseignement. C'est mieux qu'au premier tour des législatives en 2022, parce qu'on était, vous le voyez, à 47,51% de taux de participation. Et en ce qui concerne la course, eh bien, le RN est en tête avec 35% d'intention de vote. 26% pour le nouveau Front populaire, qui a gagné donc même 1 point par rapport au 10-11 juin, 19% donc la majorité présidentielle, et puis LR, donc les Républicains, vous le voyez, à 7%. Jean Garrigue, le RN est en tête du peloton, évidemment on n'est pas surpris, mais est-ce qu'il profite de sa dynamique de campagne européenne ? De toute façon, moi je considère que les résultats des élections européennes n'était que l'aboutissement, l'acmé d'un phénomène qu'on a pu vérifier depuis des années et qui a même commencé avant les quinquennats d'Emmanuel Macron, cette montée en puissance du Rassemblement national, qui est quand même, malgré tout, qui reste quand même la donnée majeure de notre vie publique depuis quelque temps, qui rejoint aussi la montée des extrêmes droites, parce que ça reste malgré tout l'extrême droite, dans beaucoup de pays européens, pas tous. Certains pays où ils se sont tassés, où ils ont régressé. En tout cas, il y a cette montée qui est générale, qui témoigne d'une crise de la démocratie, d'une crise de la citoyenneté. Les gens ne comprennent plus à quoi servent leurs gouvernants, à quoi sert d'être un citoyen, à quoi sert la démocratie. Donc, ils vont vers un vote qui reste, à mon sens, plus protestataire que d'adhésion. Mais c'est vrai que la nouveauté, c'est qu'on a aujourd'hui, aussi dans cette extrême droite française, pour les électeurs qui votent pour le RN, il y a aussi quelque chose qui relève d'une forme d'adhésion, une forme de normalisation de ce qu'est le Rassemblement national, qui font que est-ce que la stratégie de Front républicain ou de Front populaire va fonctionner comme elle avait pu fonctionner en 1936, enfin 1934 pour être plus juste, ou en 2002 par exemple? C'est une grande question. C'est une grande question et on va évidemment suivre cette campagne ensemble. Sylvain Bourmont, justement, un mot, une sorte d'adhésion tout de même au RN plus que juste un vote protestataire. En tout cas, on voit dans les sondages que la grande majorité de ceux qui ont voté RN aux européennes veulent voter RN aux législatives.
Et d'ailleurs, devrait se déplacer. Mais de la même manière que ceux qui ont voté RN aux européennes étaient des gens qui avaient voté pour Marine Le Pen à la dernière présidentielle. Un sondage qui a été réalisé le jour du vote des européennes sur un très gros échantillon, de ce point de vue, est intéressant parce qu'il dit que grosso modo 90% des électeurs et des électrices de Marine Le Pen à la présidentielle se sont déplacés pour le scrutin européen, alors que pour les autres partis, c'était la moitié simplement. Et donc, on peut être tenté de penser que le Rassemblement national a déjà fait, si ce n'est le plein de ses électeurs... Ils n'auraient pas de réserve de voix. Ils auraient probablement beaucoup moins de réserve de voix que les partis de gauche et que même le parti macroniste. Donc, je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Après, c'est compliqué de raisonner. Il s'agit d'une élection législative. Ce dont parlait Jean Garrigue tout à l'heure, à part ce qui était sous la Troisième République, mais c'était à chaque fois barrage dans le cadre d'une élection présidentielle. Là, les choses sont complètement différentes parce qu'il y a 577 élections distinctes. La nouveauté, avec une recomposition politique. Avec une recomposition politique, mais complexe. On peut quand même noter, ce même sondage était intéressant de ce point de vue, et ça c'est une nouveauté, que le vote pour le Rassemblement national, pour l'extrême droite, finalement ne dépend pas de la taille des communes. C'est très très peu corrélé. On a beaucoup entendu parler des campagnes, des territoires perdus, de tout ce qu'on veut. En fait, non. C'est-à-dire que la part du vote RN est à peu près la même dans les villes de moins de 2000 habitants et dans les villes de plus de 100 000 habitants. Il n'y a que dans les très grandes villes qu'elle est beaucoup plus faible. Donc, de ce point de vue-là, il y a une homogénéisation de ce vote. Il est vrai aussi en termes de classe d'âge, en termes de région aussi, parce que l'Ouest est passé aussi. Absolument. Mais aussi d'âge, de profession, etc. Le RN toute la carte de France, grosso modo, est touchée, en fait. Hein. Oui, c'est plus homogène qu'autrefois. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, c'est compliqué de projeter des résultats nationaux comme ça. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est que on se dirige tout droit vers un nombre considérable de duels extrême droite, nouveau Front populaire, et je pense que le parti macroniste va être laminé par cette élection. Bon, c'est la même chose, Aurore Malval. Est-ce qu'il peut avoir la majorité absolue, le RN ? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est très difficile de projeter les résultats des sondages sur une répartition dans l'hémicycle parce que les élections législatives sont autant d'élections territoriales avec des enjeux très forts. C'est difficile de savoir, c'est difficile aussi d'anticiper la participation qui peut, en fait, au lieu d'avoir des duels, augmenter le nombre de triangulaires, puisqu'il faut, je rappelle, pour être au second tour, 12,5% des inscrits. Donc, mécaniquement, si la participation est plus élevée, il y a plus de chances aussi d'avoir 3 personnes au second tour. Et là, avec des configurations, je dirais même inédites, parce que le fameux barrage, le Front républicain, ne jouera, à mon avis, pas du tout de la même façon en 2024 qu'il a pu jouer par le passé. On voit d'ailleurs des expressions de personnalités publiques aujourd'hui qui disent je voterai blanc ou je voterai RN face à un candidat LFI. Donc, si jamais il y a des quels LFI-RN ou des triangulaires, on ne sait pas. Difficile de savoir quels seront, s'il y aura des retraits, le fameux retrait républicain. Pas sûr du tout qu'il joue autant que les précédents. Vous pariez, comme Sylvain Bourmont, Jean Garrigue, que la majorité serait laminée et qu'on va se retrouver avec une poussée RN et une poussée du Front populaire. Ce serait plutôt ça semble assez une sorte de tripartisme avec un des camps plus faible que l'autre. Oui, ça semble assez vraisemblable qu'il y ait au moins une rétractation très forte. D'ailleurs, le fait qu'ils aient enlevé, qu'ils aient retiré leur candidat dans un certain nombre de circonscriptions montre bien que là, de toute façon, ils n'avaient aucune chance. Et la majorité, retirée. La majorité présidentielle d'aujourd'hui. Une soixantaine, c'est ça, de candidats. C'est quand même pas négligeable. Et effectivement, alors ce sur quoi peut miser Emmanuel Macron, c'est sur une surmobilisation de son électorat et éventuellement justement sur des triangulaires qui pourraient lui permettre de tirer son épingle du jeu. Mais comme ça a été dit, c'est 577 cas spécifiques. Il va falloir étudier ça très, très précisément. Mais de toute manière, il faut toujours voir qu'on est dans un pays dominé par l'élection présidentielle et où l'un des paramètres majeurs, ça reste le rejet
d'Emmanuel Macron, du président de la République. Donc ça aussi, c'est quelque chose on le voit bien, qui va marquer ces élections-là, comme ça avait marqué les élections européennes. Même si les enjeux sont complètement différents, le type d'élection différent, ça reste une donnée très... Les gens veulent sanctionner... On est un peu encore dans un référendum pour ou contre Macron. Il y aura toujours cette dimension-là. Alors il y a d'autres paramètres. On fait rejouer la mythologie du Front populaire, celle du Front républicain aussi. Ce sont des paramètres nouveaux. La dédiabolisation du Rassemblement national en est une autre, parce que on n'a plus affaire à la même droite, en tout cas pour la majorité française, ça n'est plus la même droite. Donc voilà, il y a ces paramètres-là, mais si on peut parier sur quelque chose, effectivement, c'est sur cette rétractation du périmètre. Avant de parler de la gauche, Sylvain Bourmand, encore une question justement. Si effectivement le RN obtient une majorité relative, que le Front populaire est juste derrière, que la majorité, que vous avez ces 3 formations politiques dans 3 semaines, donc on dit après le second tour, est-ce que ça signifie que Emmanuel Macron va tout de même devoir choisir Jordan Bardella comme Premier ministre, et derrière il y aura quoi, une sorte de gouvernement de coalition? Ça serait très très inédit. Si vraiment il n'y a pas de bloc majoritaire, je ne vois pas très bien comment cette Chambre sera gouvernable. Elle l'était déjà difficilement aujourd'hui. Et donc on se dirigerait dans ce cas-là vers une situation de blocage, comme ça a pu exister en 1877. Le général McMahon, le maréchal McMahon avait provoqué une crise très importante. Emmanuel Macron a écarté la démission. Il ne peut pas dire autre chose aujourd'hui. Maintenant, s'il se trouve face à une situation de blocage, il sera bien contraint soit de démissionner, soit effectivement de faire alliance, son parti, avec l'un des 2 blocs. Et bon, on va voir. Mais s'il démissionne, personnellement, je ne crois pas vraiment à la capacité du Rassemblement national à gagner ces élections législatives. Il faudrait qu'il gagne 200 circonscriptions, ce qui me paraît beaucoup. En revanche, s'il y a un blocage et que Emmanuel Macron est contraint de démissionner et que derrière s'ensuit une élection présidentielle, là, Marine Le Pen peut être vraiment en situation de remporter ce scrutin. Et je pense que la vraie menace du Rassemblement national, elle est davantage dans cette perspective-là qu'à court terme, avec les législatives. D'autant que le président ne peut plus utiliser la dissolution pendant un an. Il ne peut plus dissoudre pendant un an. Donc, en fait, cette situation de paralysie est une hypothèse possible, en tout cas. Oui, alors c'est vrai qu'on serait dans n'importe quel autre pays que la France, je vous dirais, il ferait une coalition. Mais en fait, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'il y ait des motions de censure qui fassent à chaque fois tomber le gouvernement, peut-être à plusieurs reprises, et qu'ensuite se passe un peu des débauchages où, justement, on irait voir un petit peu à gauche, à droite. Parce qu'il faut constituer un gouvernement. Voilà, c'est ça. Quel député un petit peu modéré serait capable, finalement, de rejoindre encore une fois le centre, parce que ce qu'on a, c'est aujourd'hui 3 blocs qui se détestent, entre guillemets, qui n'envisagent pas de pouvoir gouverner ensemble. Les frontières, en tout cas, ont été définies comme étant très étanches. Il n'y aurait aucun moyen possible pour le nouveau Front populaire de s'allier à la Macronie, en tout cas à la majorité présidentielle. Donc ça rend évidemment les choses très difficiles. Et ce qui est paradoxal, c'est que Emmanuel Macron a toujours voulu se débarrasser un petit peu des partis et justement de cette idée du clivage gauche-droite, et avec cette dissolution, en fait, il l'a ravivé de manière encore plus forte et radicale que jamais, avec quelque chose qui nous fait revenir presque au régime des partis, justement. Ce fameux tripartisme, c'est 1947, c'est ça ? 46 même. 46. 1946. Non, mais le tripartisme, il est contradictoire avec les institutions de la Ve République. Et le mode de scrutin. Parce que c'était la 4e République à l'époque. Donc, de toute façon, ce qui va se passer... Pour l'instant, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que le RN arrive en tête. C'est une hypothèse, hein, mais pas forcément avec la majorité absolue. Alors là, on retrouve une situation qui ressemble un peu à celle d'aujourd'hui, d'un parti qui a une majorité relative, mais en situation de cohabitation. Le président de la République n'est pas du tout obligé de choisir Jordan Bardella comme Premier ministre. Il peut choisir une personnalité d'abord de la majorité, enfin de la nouvelle majorité, mais il peut aussi essayer, et c'est le 3e tour qui va être à mon sens
très sportif. Il peut aussi essayer de pousser à ce que se constitue une majorité de substitution, qui soit une majorité susceptible de ne pas être victime d'une motion de censure venant du RN et de ses alliés, et donc de prendre quelqu'un qui pourrait être à la charnière de la Macronie et de la gauche, puisque c'est plutôt là, à mon sens, que se situerait un espace pour un chef de gouvernement. Une personnalité viendrait-elle de la société civile ou déjà du champ politique? Enfin, ça peut être aussi une possibilité. Une possibilité, en tout cas la gauche pour l'instant l'exclut, puisque c'est le Front populaire, ce nouveau Front populaire. On va tout de suite retrouver Julie Dungeloff, qui est à Montreuil, où ce Front populaire est rassemblé. Ils veulent le construire, ce Front populaire, Julie, en plus avec la société civile. C'est ce qui se passe là où vous vous trouvez à Montreuil. Il faut d'ailleurs noter que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, n'est pas sur place. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la mise en avant, c'est la société civile. C'est d'ailleurs eux qui sont en train de parler actuellement à la tribune. Il y a eu des syndicalistes, des féministes qui se sont relayés à la tribune pour faire front populaire, pour montrer aussi que malgré les divisions qu'on a pu constater ce week-end, notamment avec des candidatures dissidentes au sein de la France insoumise, eh bien, la gauche était rassemblée contre le Rassemblement national. Je vais vous citer ne serait-ce qu'une phrase de Sophie Binet, qui est la patronne de la CGT. Elle a dit « Il n'est plus minuit moins le quart, il est minuit moins une avant que Jordan Bardella soit Premier ministre » et d'appeler les partis politiques à la responsabilité. C'est vraiment le mot d'ordre ce soir. Il y en a assez de divisions. Il faut être responsable face à la menace que représente pour ces personnes rassemblées du très bon score du Rassemblement national aux élections européennes. Et Julie, que disent justement les gens autour de vous qui sont présents ? Écoutez, la place ici de Montreuil est absolument pleine à craquer. On peut voir différents panneaux s'afficher avec des messages féministes, des messages antiracistes, des messages de rassemblement pour le nouveau Front populaire. J'ai pu m'entretenir avec différentes personnes de différents âges. J'ai pu m'entretenir notamment avec Chloé, 20 ans, qui votait pour la première fois aux élections européennes, qui n'est pas du tout politisée et qui venait ici à Montreuil car elle a peur tout simplement que le Rassemblement national puisse prendre la majorité à l'Assemblée. Et donc elle est toute novice en politique. Elle me disait « Je sens qu'il faut que je sois là, je sens qu'il faut que l'on se rassemble ». Et puis les messages étaient aussi beaucoup parmi les personnes avec lesquelles j'ai pu parler à ce rassemblement et l'appel à la responsabilité des responsables de gauche pour leur dire « Il y en a assez des divisions. Aujourd'hui, nous ne pouvons gagner que rassembler ». Merci Julie. Julie Dungeloff, donc en direct de Montreuil. Une réaction, Sylvain Bourmont. On a reconnu l'ancien patron de la CGT, si je ne m'abuse, Bernard Thibault, c'est ça. Donc présence de syndicalistes, lui faisait son discours, la société civile. Est-ce que ça, ils vont réussir véritablement? On a vu tout ce week-end, bien sûr, les exclusions d'une partie des membres de LFI. Enfin, on sait qu'il y a une vraie division entre la gauche de Raphaël Glucksmann, le PS. On va parler de la candidature de François Hollande aussi. Personnellement, je trouve que l'info n'est pas à relever dans le fait de relever les divisions. Elles sont très peu nombreuses. On a 577 circonscriptions, disons qu'il y en a 6 ou 7 dans lesquelles il y a un souci qui est lié au fait que la France insoumise a voulu imposer des candidatures à Montreuil même, puisque là ils sont dans la circonscription d'Alexis Corbière, qui va probablement garder sa circonscription, parce que en fait là où la France insoumise... Qui lui n'a pas été investi par la France insoumise, il faut le rappeler. Non, mais c'est le député de l'endroit, il va probablement gagner, comme tous ceux qui vont se présenter dans les 5 autres circonscriptions contre les candidats officiels de la France insoumise. C'est bien pour ça que Jean-Luc Mélenchon n'est pas là à Montreuil. Le choix de Montreuil n'est pas dû au hasard. C'est quand même une municipalité, un lieu où la gauche est très unie depuis très longtemps, travaille ensemble et travaille avec la société civile, avec les associations. Et donc, je pense qu'il ne faut pas du tout négliger cette dimension. Il y a les partis, ils ont réussi à se mettre d'accord en très peu de temps, mais ils ont emmené avec eux, ou plutôt les ONG, les associations ont poussé les partis aussi à s'unir. Par exemple, le fait que Adrien Quatennens retire sa candidature ce week-end, c'est davantage le succès, la victoire des associations féministes que des partis. Le rapport de force lui a été imposé en quelque sorte. Et donc je pense que ça, c'est une des caractéristiques très très fortes de ce nouveau Front populaire, c'est qu'il n'est pas
simplement entre les mains des professionnels de la politique stricto sensu. Donc Ils ce n'est pas dépassent largement. LFI qui domine. Ah mais non, mais LFI est en train, en fait, cet Enfin, il accord... domine en termes de nombre de sièges, Non, mais tout de même attitrés. Oui, mais cet accord a été fait, en fait, pour lever l'hypothèque Jean-Luc Mélenchon sur la gauche, qui empêchait toute victoire de la gauche. L'accord a été fait, et c'est pour ça que c'est un peu douloureux pour lui, et que ça prend quelques jours, et qu'on assiste à ces derniers soubresauts. Mais en fait, Jean-Luc Mélenchon est en train de réaliser qu'il ne sera plus jamais le candidat, probablement, de la gauche à l'élection présidentielle. Vous et êtes c'est sûr, ça qui rend possible. Sylvain J'en Bourbon. suis persuadé. Oui. J'en suis persuadé. Aurore Malval, parce que qui incarne ce nouveau Front populaire? Je serais peut-être moins catégorique parce que je sais que Jean-Luc Mélenchon est plein de surprises et ça fait quand même longtemps qu'il résiste. Mais effectivement, tout l'enjeu, en tout cas, de ce nouveau Front populaire est de désigner le plus tard possible, en tout cas, la figure qui pourrait être le Premier ministre en cas de victoire. Et je pense qu'on ne le connaîtra que le 7 juillet, le jour du second tour. Ils n'ont aucun intérêt... Et quelques jours plus tard. Et même quelques jours plus tard. Mais s'il y a un nom qui émerge, enfin, voilà, ce sera certainement pas avant. Et effectivement, on voit que des personnes sont déjà un petit peu sorties du bois, comme François Ruffin, évidemment. Il y avait aussi Clémentine Autain. Mais j'ai lu d'ailleurs aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon avait dit que François Ruffin lui avait confié qu'il avait pensé à la présidentielle. Alors on voit ces petites peaux de banane qui sont glissées comme ça sur le chemin. La route sera longue quand même s'il n'y a que 12 jours. 12 jours jusqu'au premier tour et jusqu'au 7 juillet pour qu'une personnalité puisse vraiment émerger. Ce sera très difficile. Moi, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, soit totalement fini. Et je pense que justement, pour lui, c'était cette purge, finalement, dans le mouvement insoumis, était aussi là pour montrer qui était le patron et qui décidait des investitures, même si, effectivement, il y aura sûrement des députés sortants qui vont être élus. Ce sera peut-être plus dur pour Raquel Garrido sur sa circonscription qu'Alexis Corbière. Raquel Garrido, même chose, qui n'a pas été investie par la France Insoumise. Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu barrer la route ni à Clémentine Autain ni à François Ruffin. Il n'était pas en mesure de le faire. Non, mais qui ne sont pas dans la France Insoumise. Enfin, qui ont été investis par des mouvements parallèles. Enfin, je veux dire, qui sont sur le quota de la France Insoumise, mais... Voilà, qui sont des opposants, les chefs de l'opposition. Oui, tout à fait. Un mot sur cette candidature surprise, donc ce week-end de François Hollande qui veut faire barrage au Rennes. On va écouter l'ancien président français. Mais si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave, plus qu'elle ne l'a jamais été. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. Jamais l'extrême droite n'a été aussi proche du pouvoir depuis la Libération. Comment rester indifférent? Ensuite, parce que s'est installée, notamment depuis plusieurs jours, une confusion politique regrettable. Des ralliements, des conciliabules qui ne donnent pas une envie pour les citoyens de se réengager. Or, il faut qu'ils se réengagent. Jean Garrigue, pourquoi François Hollande? Alors, il y a d'autres raisons. Parce qu'on parle beaucoup aussi de son ambition, peut-être, d'être à nouveau candidat à la présidentielle. Mais c'est un secret de polichinelle dans le microcosme politico-médiatique que François Hollande n'a jamais renoncé, éventuellement, à revenir à jouer un rôle. Alors, quel rôle? Est-ce qu'il vise la présidentielle de 2027 ? Ça me semblait un petit peu difficile parce qu'il y a une accélération de l'histoire aujourd'hui et on est très vite démodé. Et puis ce serait une grande première dans notre histoire. Il y a Raymond Poincaré qui avait été président de la République et qui est ensuite devenu président du Conseil. C'est pas tout à fait pareil. C'est quand même chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Mais enfin, c'était dans un contexte qui était celui d'un régime parlementaire. C'est très différent. Mais qu'il n'ait pas renoncé à jouer un rôle de grand sage ou peut-être d'organisateur de la gauche. En fait, ce qui s'est passé aux élections européennes avec l'inversion du rapport des forces, inversion provisoire du rapport des forces en faveur de Place Publique et du Parti socialiste, peut justifier le retour d'une figure de l'histoire socialiste qui est, qu'on le veuille ou non, François Hollande, et qui, considérant que le rejeu de cette mythologie dont je parle du Front populaire peut aller au-delà des différences qui sont criantes entre les différents acteurs de cette alliance, eh bien, peut justement s'insérer là-dedans et peut-être justement essayer
de faire aboutir ce qui a commencé à se jouer lors des élections européennes, c'est-à-dire précisément ce rééquilibrage en faveur de cette gauche social-démocrate qui l'incarne. Même si pour l'instant, il faut le dire quand même aux téléspectateurs, on parle plutôt de 175 sièges pour le PS et 229 pour la France Insoumise. Voilà, donc pour l'instant, quand même, le rapport des forces, il est en faveur de la France Insoumise. Et puis, il y a aussi ce que représente François Hollande. Quand même, François Hollande, c'est celui qui a été écarté par la gauche, et par Emmanuel Macron. Enfin, c'est quand même aussi son camp qu'il a mis de côté parce qu'il incarnait aussi. Il y a eu les frondeurs parce qu'il incarnait une gauche peut-être dont on ne voulait plus. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Moi, je pense que son calcul, c'est d'abord non seulement de contribuer, il n'y a pas de raison de dire que c'est un calcul cynique à ce barrage au Rassemblement national, mais aussi et surtout, je pense, à rééquilibrer au sein de ce bloc des gauches en faveur de sa famille politique, qui est une gauche social-démocrate. Il y aurait eu d'ailleurs Raphaël Glucksmann au téléphone. Il y a un désir de revanche tout de même ou pas ? Je ne sais pas, moi je n'entre pas dans la tête des gens, mais en fait, ce qui se passe, c'est que François Hollande, je pense qu'il faut le penser en même temps que Jean-Luc Mélenchon. Ils sont de la même génération. Stéphane Aliès, dans un article de Mediapart, s'est amusé à faire un calcul. À eux deux, c'est 116 ans de mandat, parce qu'on a pu cumuler des mandats. 116 ans de mandat de la part de gens qui ont plus de 70 ans. Je pense que, je parlais tout à l'heure de l'hypothèque Mélenchon qu'il fallait lever. Comme la gauche était affairée à lever cette hypothèque, François Hollande en a profité pour rentrer par la fenêtre. Le Parti socialiste n'a pas prévu cette candidature, il ne l'a pas souhaité. Ils ont eu l'élégance de le laisser se présenter dans son ancienne circonscription. Mais en matière d'élégance, celui vraiment qui a battu tout le monde, je pense, c'est Lionel Jospin, qui est venu donner une leçon à François Hollande. Enfin, je trouve... voilà, bon, maintenant François Hollande est là. S'il peut servir à quelque chose, c'est peut-être à donner du sérieux à ce programme du nouveau Front populaire. Ça va être difficile pour Emmanuel Macron de dire c'est n'importe quoi au plan de la politique économique dès lors que l'ancien président de la République, François Hollande, adoube ce programme et candidat avec un sigle nouveau. Et la majorité Front populaire. qui ne présente pas de candidat en face de François Hollande, Aurore Malval. Mais est-ce que ça ne s'inscrit pas justement dans ce dont on parlait tout à l'heure, dans cette idée que éventuellement il faudrait ensuite constituer un bloc central modéré qui irait grappiller à droite et à gauche des gens raisonnables, puisque c'est le laïus classique de la Macronie, c'est ce parti de la raison. C'est pas un gros mot non plus, la raison. Moi, je sais que c'est pas un gros mot, la raison. C'est pas la mode de parler de la raison. Non, mais la raison et raisonnable, c'est pas la même chose. D'accord. Mais disons qu'il y a toujours ce renvoi aux extrêmes qui serait totalement inconséquent et qui... si vous regardez le programme du Rassemblement national, effectivement, je le trouve pas très raisonnable sur le plan économique. Alors, il est en train de se... Pareil pour celui de la France Insoumise. On fera une émission spécifiquement sur les programmes, mais il faut avancer. On va regarder aussi ce qui s'est passé du côté de la droite, parce que dimanche, c'était aussi important, puisqu'il y a une soixantaine de candidats qui suivent Éric Ciotti. Alors, est-ce que ça, c'est un succès, Aurore Malval, parce que je vous ai coupé la parole. Pardon, c'est moi. Pour Éric Ciotti. Éric Ciotti, donc, qui est allé sur le terrain, justement, qui a passé le week-end à Nice pour essayer de reconstituer un petit peu sa base en disant, regardez, les classiques du parti me tournent le dos, mais les militants, les sympathisants LR sont avec moi. Donc, bien sûr, il est allé aussi dans son fief niçois et dans un département, les Alpes-Maritimes, qui a voté, je crois, quasiment, et il me semble qu'il y a 2 villes dans les Alpes-Maritimes qui n'ont pas placé Jordan Bardella en tête du scrutin européen. Donc, effectivement, c'était pour lui un petit peu en terrain conquis. D'ailleurs, la 2e députée LR qui le suit est Christelle Dintordine, députée qui a été élue dans les Alpes-Maritimes, donc qui le suit dans son alliance avec le Rassemblement national. Donc, effectivement, c'était pour lui un moyen de dire, ce choix est validé par nos adhérents. Et d'ailleurs, globalement, quand on fait des sondages auprès des adhérents et des sympathisants, en tout cas des sympathisants d'ailleurs, plus que des adhérents LR, la stratégie, en tout cas d'union des droites, n'est pas du tout réprouvée. Pas au niveau, en tout cas, qu'elle l'a été avec la même unanimité que chez les cadres. Jean Garrigue, c'est un succès, là, une soixantaine de candidats qui le suivent, Éric Ciotti, ou pas tout à fait Je dirais pas que c'est un succès, parce que de toute manière, la brebis est toujours dévorée par les loups. Il va être un supplétif d'une majorité qui est dominée par le Rassemblement national. Bon, c'est assez logique, c'est l'évolution logique d'une droite populiste qu'il incarne depuis presque des décennies. Que Sarkozy qualifie d'inopportune. Oui, dans une interview dans le JDD, une alliance de la droite avec le RN inopportune. Et il met en garde contre l'absorption des LR. Quand il était ministre de l'Intérieur et même président de la République, a beaucoup contribué à acculturer
les thématiques du Rassemblement national auprès des électeurs de LR. Donc il est quelque part aussi un peu coupable de ce qui est en train d'arriver là. Donc on comprend la trajectoire d'Éric Ciotti. J'ai l'impression que ces candidats ne sont pas quand même des figures dominantes de la droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, et là où je vous rejoins, c'est que les militants, du côté des militants, dans la mesure où, je le répète, depuis 15 ans, ils ont été habitués à entendre de la part de leur leader, des Républicains, un discours qui est très proche de celui du Rassemblement national dédiabolisé. Le passage, pour eux, peut se faire de manière tout à fait confortable. Un mot peut-être sur les Oui. LR. Avec cette difficulté de logo, on ne sait pas très bien. Il sera toujours LR, Éric Ciotti, et les LR ça, proche c'est du RN. et Ça, à c'est la droite, les partie LR. comique avec les clés du bureau, etc. Mais en fait, si vous voulez, on peut dire 60 députés, 60 circonscriptions, c'est pas beaucoup. Enfin, s'agissant d'un parti qui a fait 7% aux européennes, ça va être plus qu'un coup de canif dans ce vote. Donc, je pense qu'il a durablement affaibli ce parti qui a vocation peut-être à disparaître, pris dans la tenaille entre l'extrême droite d'un côté et puis la droite classique qui est devenue la Macronie, en fait. Donc, voilà, ça, c'est la logique du mode de scrutin aussi. On va vers 2 partis à droite. Il n'y a pas difficilement de la place pour 3, en fait. J'ajouterais juste par rapport à Nicolas Sarkozy, j'ai lu effectivement son interview dans le JDD. Je pense que ce qu'il voulait aussi, lui, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le RN soit absorbé par LR. S'il y avait, si union il y avait. Et là, ce qui est la problématique est justement que LR devient un supplétif, comme vous l'avez dit, et qui va se fondre ou disparaître totalement. Là, effectivement, leur logo pour ces candidats investis par le LR de Ciotti, c'est les Républicains à droite. Donc avec les photos de Jordan Bardella, je crois, ou Marine Le Pen. D'ailleurs, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal. Donc voilà, c'est vraiment l'union des nouveau... L'union des droites, là. Les candidats de la majorité, alors, font campagne, bien sûr, ils ont démarré. On a vu qu'ils s'étaient donc désistés dans un certain nombre de circonscriptions. On va écouter Édouard Philippe tout de suite. Il y a une 60aine de circonscriptions où les résultats électoraux, où la situation politique locale laisse à penser qu'il y a un candidat du bloc central qui a plus de chances de gagner qu'un candidat issu de la majorité ancienne. Et ben dans ce cas-là, le choix qui a été fait, c'est de considérer que c'était probablement mieux que ce soit lui qui porte le combat. Et c'est pas du tout renoncer à gagner, c'est au contraire se donner les chances, dans une circonscription, de ne pas laisser aux Françaises et aux Français le choix entre Rassemblement national et LFI. C'est un choix raisonnable, ça? Parce qu'on parlait de choix raisonnable, Jean Garrigue, ou c'est un calcul politique Oui, c'est forcément un calcul politique. Mais Édouard Philippe, c'est une des victimes collatérales, mais même directes, de la dissolution. Parce que cette dissolution est venue télescoper la préparation de cette nouvelle majorité qu'envisageait Édouard Philippe à terme, et qui là, de ce fait, est complètement court-circuité avec les décisions de Ciotti, avec ce qui se passe du côté de Nouveau Front Populaire. Donc il est dans une situation extrêmement compliquée qui va consister à sauver les meubles d'Horizon, comme ce sera un peu le cas aussi pour le MoDem. Je pense que le MoDem a plus de chances de s'en tirer parce que historiquement, ils ont un ancrage, me semble-t-il, territorial plus important, et qu'en misant sur des sortants qui auront déjà une assise locale, ils pourront préserver des sièges. Pour Horizon, je pense que ça va être quelque chose d'assez compliqué. Et surtout, pour l'après, pour la préparation, je le répète, de ce bloc central dont il nous parle, ça va être extrêmement compliqué. Oui, et ça va être encore très compliqué aussi pour le parti d'Emmanuel Macron, parce que cette implantation locale, ils ne l'ont pas. Enfin, je dirais, Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas construire une organisation politique. Donc, ils ne sont pas implantés. On l'a vu dans les élections locales, ça a toujours été un désastre depuis 7 ans. Donc, je ne vois pas comment... Encore une fois, il y a 577 élections. Il y a des gens qui sont connus ou pas connus, des citoyens qui vont aller voter. Je les vois mal, pour cette raison, capables de se mobiliser fortement. Et par ailleurs, ils sont très en colère contre Emmanuel Macron, contre la dissolution. Ils étaient déjà en colère contre lui avant la dissolution, mais alors là, ils sont vraiment très, très en colère.
La tribune des sportifs dans le journal L'Équipe. 200 personnalités du monde du sport qui appellent à voter contre l'extrême droite. Parmi les signataires, Yannick Noah, François Gabard, Marie-Josée Pérec. Kylian Mbappé s'est dit contre les extrêmes, les idées qui divisent. La veille, c'est son coéquipier Marcus Thuram qui avait estimé qu'il fallait se battre pour que le RN ne passe pas. Et aujourd'hui, c'est Thierry Henry qui en fait affirme, donc l'entraîneur de l'équipe olympique, qui veut aussi faire barrage contre les extrêmes. On va l'écouter. Je partage ce qui a été dit, notamment par les joueurs et les sélectionneurs. Alors je peux citer bien sûr Marcus, Kylian ou Ousmane qui l'a fait différemment. Bien sûr le coach. Je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même important. Ce qui peut faire barrage aux extrêmes, c'est d'aller voter. Donc, allez voter. Moi personnellement, je suis contre tout ce qui divise et un peu plus pour ce qui peut, quelque part, unir. Donc voilà. Aurore Malval, c'est un peu inédit, tous ces sportifs qui s'engagent contre les extrêmes, contre l'extrême droite. Alors, contre les extrêmes, dans la façon dont Kylian Mbappé l'a formulé, oui, j'ai pas souvenir effectivement que des sportifs s'engagent contre le racisme. Et je pense, j'étais encore très jeune, mais en 2002, c'était pas du tout surprenant que des chanteurs, des sportifs participent à ce front républicain qui ne s'appelait sûrement pas comme ça à l'époque, mais contre le Front National, contre Jean-Marie Le Pen. C'était d'ailleurs le slogan « La jeunesse emmerde le FN ». Et c'est par jeunesse, on entendait presque le ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est-à-dire tout ce qui faisait cet écosystème de jeunes et de sportifs engagés. Et là, avec les réseaux sociaux, ça risque d'avoir un impact. Mais là, en fait, je trouve qu'il y a des dynamiques un petit peu différentes parce qu'on a cette tribune qui, moi, je trouve, est très ancien monde, avec d'ailleurs des sportifs qui sont engagés depuis longtemps dans le combat justement contre l'antiracisme comme Yannick Noah, etc. Et en même temps, on a Kylian Mbappé qui, lui, a quand même un discours un peu plus mitigé, qui dit voilà, moi je refuse les extrêmes, surtout voter. Beaucoup d'ailleurs de joueurs de l'équipe de France ne se sont pas engagés contre l'un ou l'autre, ont dit il faut voter. Il y a seulement Marcus Thuram qui a eu vraiment un discours très clair, donc le fils de Lilian Thuram, qui est très engagé sur cette question-là. Et donc, c'est quand même un petit peu différent. Les influenceurs, certains ont pris la parole. Alors, les influenceurs, justement, je vous interromps, le youtubeur Squeezie, qui a appelé, lui, à ne pas voter pour l'extrême droite, c'est 2 millions de likes sur Instagram. Et Jordan Bardella qui lui a répondu avec, justement, en le disant que son argumentaire était un peu celui de la France insoumise. Une réaction, Sylvain Bourmont, je voyais que vous vouliez... Oui, mais je voulais réagir sur les footballeurs, parce qu'on ne joue pas au football tout seul, c'est un sport collectif. Et je pense que Dembélé a fait la première passe, Marcus Thuram a repris, puis Mbappé, puis Thierry Henry. Et je pense qu'en fait, ils disent tous la même chose. Et d'ailleurs, le cadrage sur Mbappé, sur les extrêmes, c'est les médias qui le font. D'un autre côté, Mbappé dit qu'il est complètement en phase avec ce qu'a dit Marcus Thuram. Donc il a moins appuyé son tir, si j'ose dire, que Thuram. Il l'a cadré, il n'a pas marqué là où Thuram a marqué. Mais je veux dire, je pense qu'ils poussent tous dans le même sens. Faut pas se tromper, en fait. Et c'est des millions, effectivement, qui les suivent sur les réseaux sociaux, de followers sur Instagram. Qui tient aux réseaux sociaux et qui est donc surmultiplié par rapport à ce qu'on a connu en 2002, où il y avait déjà aussi une mobilisation très très forte. Dans la rue, à l'époque. Oui, c'était dans la rue, effectivement, beaucoup moins. Là, Jordan Bardella qui répond aux youtubeurs sur les réseaux sociaux. D'autant plus que l'influence de Jordan Bardella, elle tient, elle aussi, beaucoup, notamment au site TikTok. Et donc, il y a une sorte de combat. Il a fait un peu sa campagne sur TikTok. Bah oui, par réseaux sociaux interposés. À direction Bruxelles maintenant, puisque Emmanuel Macron a rejoint les partenaires européens de la France. On retrouve Alix Bourdon, notre correspondante sur place. Alix, c'est un peu le premier grand... Il y a eu le G7, bien sûr, mais enfin là, c'est l'Europe, c'est Bruxelles. Finalement, les partenaires européens d'Emmanuel Macron sont-ils inquiets ? Est-ce qu'on va beaucoup l'interroger sur ce qui se passe là en ce moment, sur ces législatives ?
Écoutez, évidemment, cette situation politique en France inquiète les partenaires d'Emmanuel Macron et le président français est très attendu ce soir à la table du Conseil ici à Bruxelles où il va sans doute devoir répondre à des questions de ses homologues sur les conséquences de cette décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Quelles conséquences pour la politique intérieure de la France, mais surtout, quelles conséquences pour la voix européenne de la France? Ça, c'est une question cruciale pour les partenaires d'Emmanuel Macron puisque la France est un pays fondateur de l'Union européenne, que c'est la deuxième économie de la zone euro et que la France est considérée comme un pays qui a beaucoup d'idées pour l'Union européenne. Donc si sa politique européenne venait à être entravée, on se demande bien sûr s'il n'y aurait pas un impact sur toute la dynamique de l'Union européenne. Merci Alix Bourdon, donc à Bruxelles. Jean Garrigue, je fais réagir bien sûr l'historien. On pense un peu à l'éphémère Liz Truss au Royaume-Uni, par exemple, parce qu'aujourd'hui, à Bruxelles, on a peur de tous ces programmes dépensiers, alors que la France est déjà endettée. C'est vrai que la montée en puissance des deux blocs extrêmes, on va dire, pour simplifier, même s'ils sont moins extrêmes que pourrait le dire. Le Conseil d'État ne dit pas extrême. Pour oui, Le Conseil d'État ne dit pas extrême. Mais je dis, on parle de la géographie politique en disant, bon, on est aux deux extrêmes et il y a un bloc central, on va dire. Mais leur programme économique peuvent légitimement inquiéter les partenaires de la France à l'intérieur de l'Union européenne. Et la vision de l'Europe. De même manière que la vision que peut avoir notamment le Rassemblement national de l'Union européenne, de la France dans l'OTAN, etc. Enfin, ça pose énormément de questions, même si il y a aussi le précédent Meloni, et où on voit qu'à partir d'un programme qui pouvait apparaître comme très radical, la réalité du pouvoir l'a été beaucoup moins. Mais en tout cas, effectivement, il y a d'abord toute incertitude génère des inquiétudes chez les partenaires de la France. Et puis, je le répète, sur la politique énergétique, sur la politique économique, sur la place de la France dans l'Europe, sur l'Union européenne, sur l'euro, etc., ça génère énormément d'inquiétudes. Sylvain Bourmont. On peut anticiper sur des inquiétudes à venir, mais enfin, moi je pense que les partenaires européens sont déjà inquiets sans attendre ce qui se passe, inquiets face à une décision qui est la dissolution, qu'ils ne doivent pas comprendre, ils ne comprennent pas ce geste, cette décision solitaire du président de la République, et comme j'imagine qu'ils lisent tous le grand journal de référence qui est Le Monde, ils doivent être particulièrement choqués aussi d'y lire les propos qu'Emmanuel Macron a tenus à Oradour-sur-Glane. Je vais balancer une grenade dégoupillée pour expliquer cette dissolution. Je pense que là, les gens doivent se demander à qui ils ont affaire. Et moi, je pense que c'est ça qui affaiblit considérablement la place de la France à l'intérieur de l'Europe aujourd'hui. Laurent Malval. Oui, effectivement, c'est ce qui... Enfin, on voit qu'il y a une inquiétude et de toute façon, les partis aussi, alors on voit dans le discours, en tout cas social, du côté du nouveau Front populaire, c'est très clair que le programme économique sera un bras de fer avec Bruxelles. Du côté du Rassemblement national, je vois en tout cas déjà un début d'inclinaison, en tout cas pour rassurer un petit peu. On le voit sur la question de la retraite, qui, ce n'est plus une priorité, même si Jordan Bardella n'est pas formellement revenu sur cette promesse d'abroger la réforme des retraites, mais ça passe au second plan. Est-ce qu'il y aura encore d'autres adoucissements apportés aussi par l'aile droite de LR qui les a rejoints? C'est à prévoir. Et puis il y a toujours ce risque, bien sûr, de paralysie dont on parlait au début de cette émission. Merci beaucoup, Sylvain Bourmont. Merci Jean Garrigue, merci Aurore Malval d'avoir participé à cette émission. Merci à Alix Bourdon et merci également donc à Julie Dungelov qui était avec nous en direct de Montreuil. On reviendra sur une émission justement jeudi qui sera spéciale sur les programmes. On fera un peu le programme contre-programme de ces législatives. Restez avec nous. Vous retrouvez l'émission aussi en podcast. Je vous dis à demain.